Et hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toutes ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et sur les personnes passionnées qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Hello Nathalie, merci de participer au podcast Real Insiders. Merci beaucoup Joël de me recevoir, c'est un plaisir. Alors toi, tu viens du terrain, donc tu es entrepreneur dans l'âme, tu as 15 ans d'expérience en gestion de projet et optimisation de process. Premièrement, pourrais-tu te présenter en quelques mots et me dire ensuite qu'est-ce qui t'a motivé à sauter le pas de l'entrepreneuriat et dans un secteur aussi spécifique que la PPE? Alors écoute, cette question, je m'y attendais et j'ai en fait dû y réfléchir pas mal. Okay. Parce que bien entendu, j'avais en tête l'entrepreneuriat en fait depuis toute petite. Ça c'est quelque chose, voilà, je savais que j'avais quelque chose en moi d'entrepreneur, fille d'entrepreneur, toujours baignée dans le monde de l'entrepreneuriat avec mon père. Qui a son entreprise depuis 35 ans. Donc, je savais que j'allais même, à terme, reprendre la société familiale. Okay. Donc, j'étais un peu prédestinée à l'entrepreneuriat, voilà. Trop bien. Mais donc j'ai commencé à faire mes armes dans d'autres boîtes. J'ai fait mes études, MBA, études en finance également. Et puis finalement, petit à petit, voilà, j'ai pris goût aux multinationales, à la vie en Suisse, et je me suis j'ai un petit peu délaissé la société familiale. Et je crois que j'ai eu mon premier choc et mon premier réflexion sur l'entrepreneuriat hors société familiale quand je suis devenue maman. D'accord. Jusque-là, j'étais bonne élève. Je me suis dit, je vais rester. Voilà, je vais faire mes armes. Je reste salariée. Personne va rien me dire. Ils vont penser que j'ai encore besoin de me former avant de reprendre. Et puis, quand je suis devenue maman, j'ai commencé à prendre un peu d'autonomie. Petite crise d'adolescence, peut-être. Généralement, en plus, c'est le contraire. C'est plutôt, je vais avoir des enfants, donc il me faut de la stabilité, etc. Et en fait, tu prends, t'as besoin d'autonomie, de prendre tes propres décisions. Tu te rends compte que, t'as besoin d'indépendance. Et puis tu te rends compte qu'en fait, t'apprends beaucoup. Tu gères toute la journée des projets, des organisations, des besoins. Et là, je me suis dit, à un moment donné, je pense que je vais sauter le pas, mais pas forcément dans la société société familiale. Toujours un peu compliqué, hein. J'ai entendu des podcasts aussi de personnes qui reprenaient les entreprises familiales. C'est pas toujours facile de travailler en famille. Ça dépend de la structure, effectivement. Exactement. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que je m'éloignais un petit peu de la façon de voir de ma famille, de mon papa. J'avais vu d'autres choses, d'autres expériences. Donc, voilà. Je savais qu'il fallait que je me lance, moi, dans ma propre boîte. Et puis, le Covid faisant, deuxième maternité, le fait que je me suis retrouvée à la maison à travailler, de chez moi, dans ma PPE. Et finalement, ça, c'est pour répondre à ta deuxième question, le choix de la PPE. C'est que... Donc, c'est arrivé par hasard? Par hasard. Sous la douche. Non, écoute, oui, parce que comme tu le disais, j'ai eu 15 ans de salariat et de gestion de projet, management, optimisation de process, chez Procter et Gamble et Firmenich. Et si tu veux, je me suis rendu compte que la gestion des copropriétés était très compliquée. En tant que membre du comité de gestion, contrôleuse aux comptes sur plusieurs PPE, j'étais impliquée avec plusieurs régies et on parlait entre copropriétaires, on parlait avec les régisseurs et ni d'un côté ni de l'autre, les gens étaient satisfaits. Donc là, avec mon petit cerveau de ce petit biais de vouloir toujours optimiser les process, je me suis dit, il faut qu'on lance quelque chose, il faut qu'on lance un produit. Il y a un besoin fort, non exprimé aujourd'hui, on vit avec. C'est un petit marché, c'est un peu le parent pauvre dans certains cantons, voire dans la plupart, voilà, de
des régies, souvent, on va dire, en tout cas à Genève. Alors, il y en a qui ne pratiquent pas justement ce petit, parce que c'est surtout en termes de profil, pas toujours évident de faire des séances, des assemblées tous les soirs à 20h, donc il faut des profils qui sont spécifiques. Tout à fait. Donc c'est pas toujours évident. Et en plus, je rebondis déjà à la deuxième question, parce que tu m'as un peu donné le brief de ta réponse, c'est que tu parles d'une crise de confiance entre les copropriétaires et les gérances, entre guillemets, quand tu t'es lancé. Et du coup, est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit, OK, je vais créer cette solution toi-même? Alors vraiment pendant la période Covid où je travaillais de la maison, donc j'étais working from home, donc enceinte, congé mat, Covid, l'enchaînement. Donc vraiment j'ai vécu la PPE de l'intérieur. Je rencontrais la concierge, je dirais 4 fois par jour. Je voyais l'administratrice PPE qui venait faire les réunions de comité, de chantier, etc. Donc là j'ai vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'entendais les remarques des copropriétaires. Je voyais aussi le désarroi des administrateurs qui n'avaient pas l'impression que leur travail était reconnu alors qu'ils se donnaient beaucoup de peine. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et tu as la possibilité de le faire parce que tu as fait de l'optimisation de process dans des industries. Ouais, dans d'autres industries. Voilà, exactement. Tu l'as déjà fait. Donc, il y a peut-être quelque chose. Vas-y, lance-toi, quoi. Exactement. Et puis, donc, quand tu as lancé ta start-up, qui est une start-up, tu l'as lancée en autofinancement, donc sans levée de fonds, sans investisseurs. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça change concrètement dans les choix que tu as fait au quotidien et quels ont été les plus gros sacrifices au début? Alors écoute, moi je suis partie en autofinancement parce que je pense que j'avais l'exemple parental. Donc je me suis dit allez, lance-toi. J'y vais, voilà. Alors bien sûr, j'ai quand même j'ai la chance, j'ai de la trésorerie et puis je sais que mon mari ne le dit pas mais il travaille encore plus qu'avant, donc il me soutient à 200% et là je lui fais une petite dédicace. Trop bien. Parce que vraiment il est là et il m'a jamais fait de remarques sur le fait que il porte quand même aussi le projet et le ménage. Ouais. Parce que 2 enfants aussi et puis je voulais pas les impacter dans le rythme de vie qu'ils avaient. Donc voilà, mais il m'a jamais dit tu devrais te remettre à travailler, j'en ai marre, c'est moi qui t'as toujours motivé toujours motivé et donc moi le choix de l'autofinancement, c'était de me dire je suis entre guillemets maître à bord, j'ai une vision, j'ai vraiment une envie, une passion et c'est comme ça que je voudrais la mettre en marche. Et donc je voulais pas forcément de personnes qui me disent un peu ce qu'il fallait que je fasse. Qui te tracent ta route à ta place. Pour répondre à ta question, les plus gros sacrifices au début ou en tout cas au quotidien, comment ça se passe, il faut vraiment que tu aies accepté que tu sais, tu es au casino, tu es à la table du croupier. Voilà, et puis là tu fais tapis quoi. C'est-à-dire que tu t'acceptes le risque, tu acceptes de tout perdre et donc tu te dis OK, j'ai des économies, c'est tout le fruit à la fois de la famille, ce qu'ils ont pu me prêter et à partir de là, tu te dis OK, je joue le tout pour le tout. Donc je me donne à fond et puis advienne que pourra. Mais tous les jours, en fait, avant d'être rentable, tous les jours, tu te dis dès que je mets le pied hors du lit, je perds de l'argent. Pourquoi j'ai fait ça quoi. Voilà. Non mais puis tu perds de l'argent quoi. Clairement, tu regardes tous les jours ton compte en banque à la fin de la journée et tu vois que ça descend. Comme neige au soleil. Voilà. Donc ça, c'est le mindset. Clairement, la première chose, c'est le changement de mindset et être aussi plus strict sur les dépenses que tu fais. Donc t'es plus dans la futilité, t'es vraiment dans le nécessaire et dans l'intelligent. Bien sûr. Ok. Donc ça, c'était le plus gros sacrifice. Donc de démarrer finalement en te disant maintenant à partir de maintenant je crame entre guillemets mon budget et puis qu'il faut faire les bons choix parce que sinon ça peut être compliqué. Exactement. Tu vas pas c'est les économies d'une vie surtout. Voilà, tout à fait. Quand on scale une plateforme comme Igère, comment on fait pour croire vite son financement externe? Comment tu as structuré ton équipe ou tes investissements? Quelle est en fait ta roadmap dans ce contexte? Et puis, quels sont tes canaux d'acquisition principaux? Est-ce que tu as une méthode secrète? Donc, c'est un peu une question un peu fourre-tout. Mais dis-moi concrètement, justement, comment tu as pu aller de l'avant, entre guillemets, sans financement externe, en scalant. Et puis, finalement, comment justement tu as réussi à travers certains canaux d'acquisition, à avoir aujourd'hui une dizaine de clients, comme tu m'as dit, et que ça se passe plutôt bien?
Écoute, oui, plutôt bien, mais effectivement, quand tu es en autofinancement, je dirais, donc sans investisseur, clairement, tu crois moins vite. Oui. Ça aussi, il faut accepter. Il faut accepter que tu es pas en train de faire une start-up qui, dans les 3 ans, sera une licorne. Non, tu oublies. Et déjà, c'est pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est vraiment de pérenniser une société, d'en faire une PME. Oui. Voilà, je suis pas dans l'état d'esprit de la revendre l'année prochaine. Ouais. Donc il y a déjà ça. Je pense que si t'as pas ce mindset-là, faut pas y aller en autofinancement. Ok. Et ensuite, s'autofinancer, ça veut pas dire comment dire. Donc quand tu as accepté que ça allait aussi aller moins vite, et puis que tu as accepté que il fallait faire des choix bien spécifiques. Donc dans ta roadmap, tu vas toujours valider. Par exemple, avant de développer telle ou telle fonctionnalité, t'assurer que ça répond bien aux besoins du marché. Tu peux pas trop te planter, en fait. Même si c'est la vie de l'entrepreneur, c'est une suite d'échecs. D'ailleurs, il y en avait un qui disait, je trouvais ça super drôle, qui disait qu'en fait un succès, finalement, c'est juste un échec qu'on a raté. Bien sûr. Ouais. Voilà, parce que finalement, c'est plutôt des échecs que des succès. On apprend nos erreurs, pas nos réussites. Hein. Exactement. Et si tu veux, quand t'es parti de ce principe-là, après, tu apprends aussi à déléguer. C'est-à-dire que tu vas positionner tes collaborateurs et tes collaboratrices aux bons endroits où ils sont meilleurs que toi. Ça, c'est important aussi d'accepter d'avoir des gens meilleurs que soi aux bons endroits. Exactement. Et puis, tu vas toi surtout être là pour les motiver, pour leur faire comprendre ta vision, les faire adhérer à ton projet. Et c'est vraiment dans le côté, je pense, l'entrepreneur, il a vraiment un rôle de moteur. Ouais. J'ai pas des investisseurs qui me poussent derrière, qui me disent faut que tu rapportes ça, faut que tu rapportes ça. Non, tous les matins, c'est moi qui me réveille en me disant toute seule, allez, faut y aller. Faut que ce soit toi qui crée cette exactement, tu crées la dynamique. Ouais, exactement. Dynamique. Donc d'un point de vue roadmap, tu fais attention à ce que tu fais, tu valides en amont tes besoins de marché et donc tes investissements sont très précis. Ouais. D'un point de vue équipe, tu places les gens aux bons endroits, des gens experts dans chacun des domaines pour que chacun évolue et dans le bon sens. Qu'on se marche pas dessus et que chacun ait les bonnes responsabilités. Okay. Tu les responsabilises, ça aussi c'est important. Et puis toi, ton devoir, c'est vraiment de les motiver, de les faire croire au projet, et puis que tout le monde aille dans la même direction. Quoi. Trop bien. Et puis concernant tes canaux d'acquisition principaux, est-ce que tu as entre guillemets une méthode secrète? Alors moi, je t'ai vu présente entre guillemets médiatiquement à 2-3 endroits, assez présente. Alors je sais pas si c'est assez présente, mais en tout cas. On s'est contacté à travers LinkedIn, donc je pense que c'est aussi un canal d'acquisition pour toi. Voilà, pour toi aujourd'hui, quel est ton modèle quand on a une start-up dans l'immobilier qui souhaite se développer? Quels sont et puis t'as très bien identifié tes clients parce que finalement on les connaît tous entre guillemets, c'est les agences immobilières en Suisse romande. Quelles sont toi tes méthodes secrètes, si on peut le dire comme ça, pour justement convertir ces clients, en tout cas les approcher? Alors en toute honnêteté, je pense que je suis un très mauvais exemple parce que en fait, effectivement, quand tu commences et que tu dois être au four et au moulin, le marketing, la communication et et vraiment l'optimisation de tes canaux d'acquisition. C'est pas ta priorité au début. Par contre, pour rebondir sur ce que je disais sur le côté, tu vas faire des investissements ciblés et qui répondent vraiment aux besoins de tes clients. Oui. Et finalement, quand tu fais ça, c'est pour être sûr que tu vas satisfaire tes clients, que tu vas vraiment répondre à leurs besoins, les aider, répondre à leurs besoins. Et c'est eux qui finalement vont être ton meilleur canal via le bouche à oreille, via des retours d'expérience, via le fait qu'ils vont justement parler à telle ou telle autre personne Donc devenir des porte-drapeaux de ta boîte, quoi. C'est ça. C'est que des ambassadeurs. C'est ça, en fait, ton coût d'acquisition, il est 0. Par contre, derrière, il faut pas que tu te rates. C'est-à-dire que tes équipes, elles doivent être à fond. Tu dois répondre aux besoins et c'est la satisfaction de ton client avant tout. Donc ça, c'est super dur parce que c'est dur. Ton premier client, tu l'as approché comment, par exemple? Alors,
Est-ce que c'est des connaissances du réseau? Est-ce que c'est du réseau? Alors oui, base. mon premier client, ça s'est fait. Effectivement, c'est une amie très très proche qui m'a mis en contact avec quelqu'un dans une régie qu'elle connaissait très bien, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est du réseau. C'était du réseau. Ouais. C'est vraiment du. Pour le coup, les premiers. Enfin oui, les premiers clients, c'est vraiment ça. C'est vraiment du réseau. Tu commences par ton premier cercle. Tu sais, tu as cette notion de cercle. Cœur de cible. Exactement. Cœur de cercle, et ça, c'est vraiment comme ça que j'ai procédé, mais moi-même. Enfin, je veux dire, sans utiliser LinkedIn, etc. Maintenant, tu me vois de plus en plus dans les médias et dans LinkedIn parce qu'effectivement, à un moment donné, t'as pas le choix parce que tu commences à avoir une plateforme qui est quand même. On est vraiment là sur un outil. C'est un produit qui est plutôt fini. Voilà. Qui est fini, ouais. Et puis vraiment, alors on continue à le co-développer, à le co-créer avec nos utilisateurs. Ouais. Ça, c'est notre politique. Et d'ailleurs, c'est toujours dur pour moi. C'est encore dur à l'heure actuelle de dire non, parce que j'ai toujours envie de les satisfaire au maximum. Et puis parce que je sais que c'est eux mes porte-drapeaux. Mais tu dois suivre ta roadmap. Exactement. Tech, entre guillemets, de produits. Voilà. Et c'est pour ça que tu as quand même là de plus en plus. Je vois que LinkedIn c'est le meilleur canal. Les meetings ou les de réseautage, mais très professionnel. Très ciblé pro, très ciblé. Ça c'est super également. Ouais. Et ça c'est pour moi les canaux de distribution principaux, d'acquisition principaux pour Agère. Donc là, je rebondis à la question suivante qui était c'était quoi le plus difficile pour toi dans les 2 premières années? Tu m'as parlé, je pense, c'est surtout le développement du produit, entre guillemets. Aujourd'hui, qui est un produit qui est plutôt, qui est existant avec des clients. Tout à fait. Ce go-to-market, pour toi, c'est vraiment été, développer ton réseau personnel pour essayer de pusher le produit. Et en 2, maintenant, entre guillemets, ça serait faire de la communication, notamment sur LinkedIn, être présent sur des événements. Oui. Et puis essayer de te rendre un peu médiatique, on va dire aussi. Oui. Non, mais tout à fait. Mais alors, je dois t'avouer que les 2 premières années, bon, là, on a tout juste 3 ans, justement, c'est un peu l'anniversaire. C'est une période clé dans les startups. C'est la 3e année, c'est soit où tu coules, soit où tu repars pour 4-5 ans, en tout cas minimum. Eh ben, écoute, on se le souhaite, et je le souhaite à toute l'équipe. Mais en tout cas, je dois t'avouer que, il y a même pas que le go-to-market pour moi qui était un challenge. Il y avait aussi tout bêtement le fait que je suis pas tech, je ne suis pas marketing et je ne suis pas vendeuse. T'as eu une idée de base, entre guillemets. Voilà. Ouais. Donc t'as l'idée, mais après une idée sans exécution, ça vaut rien. Ouais, ça vaut rien du Exactement. Tout. Et puis si tu veux, le syndrome de l'imposteur, je l'ai bien senti là. Ouais. Dans le sens où j'étais ni du sérail, donc j'ai pas un diplôme dans l'immobilier, j'ai pas travaillé professionnellement dans l'immobilier, mais personnellement, de fait de mes responsabilités en comité, comme on en parlait tout à l'heure, dans des PPE. Le fait de donc pas du tout être dans la technologie, moi je suis plus finance, stratégie, donc école de commerce, choses comme ça, donc aucun rapport. Et j'ai pas fait de marketing, et puis j'ai pas non plus été commercial, sales. Donc là j'ai vraiment t'as pris toutes les casquettes d'un coup, quoi. Tout d'un coup. Et là, si tu veux, c'était si tu n'es pas si t'acceptes pas, comme on le disait tout à l'heure, de déléguer, et puis aussi de te dire ok, lâche. Je choisis mes chevals de bataille. Et puis surtout, il faut accepter que tu pourras pas tout contrôler, et donc de t'entourer, de personnes qui sont expertes pour toi dans chacun des domaines que tu as mentionnés, à la fois le dev, à la fois le marketing à la fois le biz dev, et puis toi essayer de chapeauter tout ça. Tu vas plus faire chef d'orchestre qu'autre chose. Mais ça, c'est vraiment le challenge des premières années. C'est vraiment ça, c'est d'accepter que tu peux pas tout faire. Comme on disait, tu dois être super. T'es au four et moulin. Voilà, mais tu dois à la fois dans tes investissements et dans tes choix stratégiques ultra ciblés, et tu t'y tiens. Et puis en plus, tu ne sais pas tout faire. Donc vu que tu contrôles pas tout, ça va être étape par étape. Voilà. Mais tu te sens au début, si tu veux, tu te sens tellement dépendant, tu te sens tellement quasiment pas à ta place. Tu te dis mais pourquoi je me suis lancé là-dedans? J'avais la possibilité d'être dans une boîte à la rigueur soit familiale, que je connaissais et tout, un peu plus chill, ou rester dans des boîtes tu vois en salariat. Pourquoi j'ai fait ça? Et en fait je m'éclate. Il y a des gens qui ont l'âme aussi, qui ont envie de bouger, donc ça c'est tout à ton honneur, on va dire, d'oser te lancer. Et d'ailleurs, quand moi je suis allé un peu chercher aussi des infos par rapport à toi, avant
Alors, je sais pas si sont toujours présents. Il y avait des concurrents, par exemple, comme Imovise, qui sont arrivés à l'époque du Covid. Je les avais vus au Millennium, à un truc du REM. Je pense que c'est une verticale qui est un peu compliquée, la PPE, dans le sens où, à chaque fois que j'en parle, t'as des gens qui le font très bien. Il y a la Régie Galant, il y a Savary, il y a Dubout, etc. Mais il y a aussi des gens qui ont délaissé ce marché parce qu'il est complexe, parce qu'en termes de profil humain à l'interne, c'est difficile d'en avoir, parce que c'est pas toujours agréable de gérer des copropriétés, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 entre guillemets relous dans l'histoire, voilà. Quand t'en as que 2 ou 3, t'as de la chance. Est-ce que toi tu t'en sors? Non, est-ce que t'as des concurrents? Est-ce que tu t'en sors vraiment? Tu dis ok, j'ai pris le bon marché parce que voilà, j'ai résolu un problème qui était XY. Alors je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment pas le marché le plus simple. Mais généralement, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que quand c'est pas un marché simple et que c'est challenging, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Bien sûr. Donc, quand c'est trop simple ou quand c'est qu'il y a pas de besoin. Donc là, on est sûr qu'il y a un besoin. On est sûr aussi, on a confirmé qu'on avait un product market fit pour parler en bon français. Marché, voilà. Et un produit qui y répond. Ça c'est une certitude. D'ailleurs, les régies, même que tu as mentionné ou nos régies clientes ou prospects, te le confirmeront. On est tous alignés sur ce que tu viens de dire. Le sujet de la PPE, c'est plutôt un sujet qui fait peur ou alors qui va faire que tu as tout le monde qui s'enfuit. Parce que pour moi, c'est le métier le plus complexe d'un régisseur, mais aussi le plus beau, le plus noble. Parce que je trouve que tu as la dimension humaine. Comme tu disais tout à l'heure, tous les profils peuvent pas faire ce métier. Clairement, c'est un métier à part du monde de la régie. À 20h, 20h30, du mois de janvier au mois de juin. Exactement. Et même sans ça, même si tu faisais les AG le temps de midi, j'ai envie de te dire, tu as toute la partie gérer gestion humaine. Et ça, c'est super dur et ça s'apprend pas. Ça s'apprend difficilement. Bien, ça s'apprend pas à l'école, on va dire. Ça s'apprend, mais pas à l'école. Et donc, non, clairement, c'est un marché compliqué. Donc, il y a eu des personnes qui ont voulu aller dessus et qui se sont effectivement cassé les dents. Nous, pour le moment, on résiste et je pense même qu'on a fait bouger le marché. Je crois qu'on a un peu secoué le cocotier. Donc, on voit qu'on a maintenant des acteurs qui n'étaient pas sur la PPE qui vont développer, se reposent la question ou vont se dire tiens, on va peut-être les aider d'une manière ou d'une autre sur un petit point spécifique de la gestion des PPE. Pourquoi pas, on va proposer quelque chose parce qu'on voit effectivement qu'il y a un besoin. Et puis on voit aussi que des régies, comme tu le disais, il y en a qui vendent leur portefeuille de PPE, il y en a qui le gardent mais qui se disent mais pourquoi je le fais tous les matins. C'est pas toujours rentable, hein, parce que c'est rarement. Tu dois changer tous les 2 mois de personnel parce que la personne, elle en peut plus, entre guillemets. C'est pas un modèle qui est forcément toujours rentable. Non. Et puis le fait que, si tu veux, tu es sur un modèle de mandat annuel basé sur un nombre de lots, mais c'est pas parce que tu as 5 lots que ça va se passer mieux que si tu en as 100. Exactement. Qui te prend 4 heures. Voilà. Et ça, tu n'as aucune idée finalement du temps que tu vas y passer. Et donc ça, c'est ce qui fait que c'est très compliqué à monétiser et à rentabiliser, d'où l'intérêt aussi d'Iger, parce que si tu veux, vu que tu automatises, que tu digitalises des tâches qui sont des tâches admin, des tâches chronophages. Donc, qui dit chronophage dit temps, dit argent. Et puis qui dit aussi prise de tête pour le collaborateur, parce que c'est pas pour ça qu'il fait ce métier. Lui, s'il fait ce métier, c'est qu'il aime les gens. Voilà, c'est pour l'humain. Donc on lui donne plus de temps pour qu'il passe plus de temps avec ses copropriétaires. Donc, on a répondu à la fois au côté, je dirais, rentabilité, profitabilité pour les régisseurs et au côté bien-être au travail pour les collaborateurs et je dirais frustration, manque de transparence pour le copropriétaire. On a essayé de boucler la boucle parce que si tout le monde n'y trouve pas son compte, ton outil il a pas de sens. Il y a plus de market fit, quoi. Non, exactement. Il faut que tout le monde, c'est du B2B2C et il faut que tout le monde y trouve son compte. Sinon, ça marchera pas. Et est-ce que tu peux nous partager une histoire terrain, un cas où Iger a une difficulté entre guillemets à résoudre? Parce que la vie d'entrepreneuriat, c'est comme tu disais, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as vraiment un cas concret qui peut peut-être aider nos auditeurs pour ceux qui souhaitent se lancer?
Écoute, c'est tous les jours. En fait, tous les jours, on a des cas concrets parce que l'objectif d'Iger, c'est vraiment de répondre à des besoins. Ouais. Donc, tous les jours, on a des retours clients qui veulent soit des améliorations de l'outil, et c'est super, c'est ultra pertinent pour nous d'avoir leur retour. On leur demande d'ailleurs, hein, et de nous dire, bah tiens, on pourrait faire ça comme ça, on pourrait améliorer ça, etc. Et puis tous les jours, alors non, peut-être un peu moins que tous les jours, mais on se rend compte qu'en fait, chaque régie, chaque commune, chaque canton a ses spécificités. Ouais. Et donc parce que soit c'est une réglementation différente, soit c'est parce que le type de client et donc le type de le portefeuille PPE n'est pas le même, la structure interne, le fonctionnement n'est pas le même. Donc en fait, ils ont tous besoin de quelque chose de différent. Ouais. Et toi, tu arrives avec un outil. T'en as pas 10. C'en est un qui doit en fait couvrir, je dirais au moins 80% des cas exactement existants. Okay. Je fais 80-80 pour que ça passe chez tout le monde. Okay, et donc, si tu veux, ce qui est super dur, je dirais le cas, en fait, la grosse difficulté, c'est d'être capable finalement de variabiliser ou de rendre variables tes fonctionnalités, tout en restant quand même un outil standard, parce que sinon, déjà, les coûts vont exploser, mais pour tout le monde. Bien sûr, c'est-à-dire que voilà, si tu commences à customiser ton outil, sur mesure, tout le monde, personne va en bénéficier. Et nous, on veut que ce soit le plus accessible possible, Iger. Oui. Donc, le plus de gens l'utiliseront et puis le plus de gens seront, entre guillemets, contents et le domaine de la PPE sera moins, je dirais, le moins mal vu qu'à l'heure actuelle. Okay. Mais donc, il faut que tu sois capable de répondre à tous les besoins en un seul produit. Okay. Et ça, faut juste y réfléchir quand on part sur de la tech. On se dit toujours, voilà, je standardise, ça va marcher, je fais une chose. De toute façon, à un moment donné, on va avoir des retours terrain et il va falloir s'adapter. Donc, partez du principe que quand vous avez un budget de temps pour faire un outil qui, selon vous, va fonctionner pour 80% des cas, en fait, il va quand même falloir rajouter un petit peu. 2-3 couches en plus. C'est clair. Ok. Et t'es une des femmes fondatrices dans la tech immobilière en Suisse. Est-ce que tu as ressenti un biais? Est-ce que tu dirais est-ce que tu dirais à une femme qu'est-ce que tu dirais, je suis en train de bugger, à une femme qui souhaiterait se lancer dans l'immobilier, dans la tech? Vas-y. Okay. Lance-toi. Non, écoute, oui, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, hein. Honnêtement, dans la tech, il y en a de plus en plus, ça, je dirais. En tête, moi, j'en ai 5. Ah écoute, immobilière, hein. Oui, immobilier. Mais il y en a pas énorme non plus. Écoute, moi ça va peut-être aller à contre-courant, mais moi j'ai jamais eu le sentiment qu'être une femme c'était un problème. Ouais. Et en fait, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un avantage. C'est pas le but de cette question, justement. C'est plutôt pour motiver parce que je te donne le cas de figure où j'avais eu une ancienne podcasteuse qui est venue dans mon émission qui me disait, écoute, moi, c'est simple. Moi, j'ai des use cases, en fait, où moi, même moi, je le vis. Quand j'invite une femme à venir à mon podcast, des fois, elles se sentent pas légitimes. Alors que quand je pose la question à un homme, c'est direct, mais je viens. Et je pense que je sais pas si c'est parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur ou si c'est le secteur. Donc c'est pas vrai, c'est vraiment pas pour dire ok, c'est un milieu masculin et c'est compliqué. C'est plutôt dire de votre point de vue, j'ai l'impression que des fois on peut penser que ce monde est un monde qui est compliqué, alors que ça fait des années que c'est plus du tout le cas. Non. Et néanmoins, il y en a quand même pas beaucoup. Alors c'est peut-être que ça intéresse pas. Mais il y en a pas énorme, quoi. Alors peut-être qu'on est moins aussi. Alors ça, c'est une question, je dirais un peu on sait que les compétences entre hommes et femmes sont différentes, mais ultra complémentaires. Donc c'est vraiment ça qui est chouette. Puis comme je le disais, moi je trouve que c'est un avantage d'être une femme dans un monde d'hommes. Parce qu'effectivement, il y a peut-être un peu plus d'hommes quand même dans l'immobilier que de femmes. Ça dépend à quelle strate, on va dire dans la hiérarchie. Mais en tout cas, si tu veux, parce que déjà quand t'arrives dans le monde d'hommes, t'as déjà un aspect différenciant sans rien faire. T'arrives, t'es une femme, ça y est, tu fais la différence. Donc tu pars déjà avec quand même un avantage compétitif, voilà, sans rien faire. Et puis ensuite, ce qu'il y a de bien, si t'acceptes ça, si t'acceptes le fait que t'es une femme et puis que t'as des avantages, ou en tout cas des compétences qui sont différentes de celles des hommes, qui sont complémentaires, et que finalement tu vas aussi bénéficier de leurs compétences. Là t'as tout couvert en fait. T'as l'ensemble de l'expertise qui peut vraiment être mise en avant, et puis donc pour c'est toi, ça qui est génial. Avantage, c'est un avantage, et puis c'est un avantage concurrentiel. Oui. Je sais pas si c'est les bons termes entre guillemets. Mais moi je pense. Et surtout pour répondre à ta question de peut-être les femmes qui sont un peu
moins présente sur les podcasts ou sur les réseaux, c'est peut-être pas naturel pour nous. Si tu veux, au quotidien, en tant que femme, quand tu es dans un monde d'hommes, il faut que tu apprennes aussi comment les hommes fonctionnent. C'est-à-dire que quelles sont leurs compétences et comment tu peux apprendre d'eux. Donc moi, j'apprends à être un peu plus... typiquement, mon mari, ça le fait doucement rigoler. Rentre dedans, tu vas dire. Rentre dedans. Ouais. Mais aussi, mais quand il a fallu que j'envoie ma première facture, mais c'était pas possible. Ouais. J'arrivais pas. Pourtant, comme je te disais, tu vois le compte en banque qui descend. Je disais, mais comment on ne parle pas d'argent. Les femmes ont plus de mal à parler d'argent, par exemple, que les hommes. Les hommes, on est plus là-dessus. Ça fait partie aussi, c'est sûrement culturel, c'est sûrement, là je parle, on est en Suisse, c'est peut-être autre chose, je veux pas généraliser, bien sûr, mais si tu veux, il y a quand même, par exemple, une femme est plus empathique qu'un homme. Tu mets une femme dans une séance, par exemple, même en AG, en assemblée générale, tenue par un homme ou par une femme, t'as pas la même énergie, t'as pas le même, voilà. Quand t'as les deux ensemble, c'est topissime. Parce qu'effectivement, s'il y a, ça amène une certaine, une certaine balance, équilibre, exactement. Donc, c'est très intéressant. Mais tu dois apprendre l'un de l'autre. Et moi, par exemple, le podcast, je me sors de ma zone de confort. C'est-à-dire que, voilà. Ça va, là. Écoute, on essaye, mais non. Mais dans l'idée, si tu veux, je me suis pas dit tout de suite, je vais faire du podcast, je vais mettre sur LinkedIn. Déjà, mettre une photo sur LinkedIn, je me suis dit au début, mais tu sais, c'est tout récent que tu me vois sur les réseaux. Et parler de moi aussi, c'est pas quelque chose de naturel. Mais je me suis rendu compte que c'était nécessaire. J'ai appris de mes collègues aussi masculins qui ont peut-être plus de facilité à le faire. Je les ai écoutés, j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient. Et puis, j'essaye de m'en inspirer. Voilà, je pense qu'on est hommes et femmes une source d'inspiration l'un pour l'autre, mais c'est vrai que y a des domaines où eux doivent s'améliorer et puis nous aussi on doit apprendre. Et avec mes équipes, on est hommes-femmes et ça c'est chouette parce que en fait j'apprends peut-être un petit peu à mes devs l'empathie pour pas dire tout de suite le client mais il nous demande encore ça, il change tout le temps. Non, vas-y, tranquille, on va avec plus de sagesse. Voilà, c'est ça. Et toi, tu vois quoi dans les 5 prochaines années pour IGER? Plus de fonctionnalités, expansion en dehors de la Suisse, automatisation, IA? Je t'embauche. Ok, c'est gentil. Non, écoute, on voit tout ça en fait. Non, déjà on voit IGER à 5 ans. Ça c'est déjà déjà une bonne chose. Parce que t'es arrivé dans la courbe des 3 ans justement. Exactement. Soit en pli boutique, soit en... Ouais. Et là, si tu veux, comme je te disais, on est dans un état d'esprit de pérenniser l'entreprise. Et puis on est dans on a vraiment ce retour du marché qui est tellement, ce momentum, comme on peut vraiment le dire, du marché qui nous appelle. On a l'attraction maintenant. On n'est pas en train d'aller à la recherche des clients. On a des gens qui nous contactent. Ça, c'est aussi quand tu as. Il y a aussi une transition digitale de tout l'immobilier qui se paierait il y a 4-5 ans. Où avant c'était poussiéreux, donc de toute façon tout ce qui était digitalisé c'était une croix. Et puis aujourd'hui, au contraire, ils sont demandeurs de tout ça, parce que non seulement entre guillemets tout le monde le fait, donc ils doivent aussi le faire. Demandeurs mais peureux, pardon. Exact. Demandeurs mais peureux. Peur de louper le virage, mais qui seraient contents quand même de voir que les autres le prennent et nous on suit derrière. C'est des smart followers. Voilà. Ça c'est presque le cas de tout le monde. Alors j'ai des use cases où justement les premières entreprises se sont lancées, que ce soit avec Garayo, Abacus, Quorum, d'autres outils où justement ils ont dit si je devais le refaire, je serais pas le premier parce qu'on paye les pots cassés des autres puis ça peut techniquement impacter nos clients. Donc maintenant, on a décidé d'être smart follower. Et il y en a, je crois qu'ils sont tous comme ça en réalité. Et ça, pour nous, c'est super dur. Parce que toi, t'arrives comme un challenger. Donc, c'est sûr que quand t'arrives avec ta casquette IGER, alors qu'avant, quand j'arrivais Procter & Gamble, Firmenich, t'as pas la même, on t'ouvre pas les portes de la même façon. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a dû vraiment, construire notre réseau, construire notre crédibilité, asseoir nos valeurs, notre ambition. Et puis, je pense que le timing était clé, comme tu disais. Quand tu arrives trop tôt, il y a quelques années, je pense que c'était croix direct. On n'y aurait pas réfléchi. Là, maintenant, les banques, le marché est mûr. Il y a d'autres secteurs très traditionnels, comme la banque qui est déjà passé. Alors, ça met du temps, hein. Ça met l'immobilier, c'est toujours les derniers en termes de secteur, malheureusement, pour avoir faire d'autres et faire un vrai constat objectif. C'est pas du tout subjectif ce que je suis en train de dire.
c'est que l'immobilier, par définition, c'est immobile. Oui. Donc, ça a toujours été le dernier secteur à bouger. C'est vrai. Parce que moi, il y a des outils que je vois aujourd'hui. C'est des choses que j'ai vues il y a 15 ans chez Orange, chez Salt, mais bien même sûr. chez Nestlé. Ouais, mais ouais, voilà, ouais. c'est lié au secteur. Et c'est pas une critique, c'est un constat qui est objectif. Et donc, si tu es sur ce marché, ben, tu t'adaptes à ce marché et donc tu y vas petit à petit. Donc, à 5 ans, donc dans le futur, bah oui, iGère toujours là. Oui, effectivement, des nouvelles fonctionnalités. De toute façon, comme je te le disais, au quotidien, on est à l'écoute de notre marché, à l'écoute des différents acteurs du marché. Et puis, donc, on essaye d'y répondre du mieux possible. Donc, avec peut-être, enfin, aujourd'hui, en tout cas, des modules qu'on ajoute sur l'outil, qui sont, on parlait de variabilisation, donc qui sont pas obligatoires, mais que tu peux ajouter pour pas forcer les gens, donc ajouter ou pas. Donc ça aussi, c'est notre approche. Moi, je suis pas dans le, de toute façon, vous êtes obligé de prendre cette version, et puis vous êtes, il y a tout dedans, tant pis, hein, vous utiliserez pas. Je déteste avoir en fait un outil où j'en utilise même pas la moitié. Donc ça, c'était pas l'idée. Comme je te disais, on est très conscient des investissements qu'on fait et des fonctionnalités qu'on développe. Donc ça va rester notre mindset sur les 5 ans. Donc avec des nouveaux modules et puis de l'amélioration de fonctionnalités continue, mais voilà, petite, mais des nouveaux modules à prendre ou pas. De l'AI, on est déjà en train d'en intégrer parce que ça nous paraît, vaut mieux l'intégrer en amont que de rajouter des petits points d'AI derrière. Voilà. Et puis ensuite, une expansion géographique, oui, parce qu'on nous pose déjà la question dans d'autres régions, voire d'autres pays. Mais à l'heure actuelle, je dirais que c'est sur les 5 ans. Voilà. Tu dois d'abord solidifier ta base et puis ensuite, tu peux te permettre d'y aller. Et si on part dans d'autres pays ou dans d'autres même Suisse alémanique... Il faudra ouvrir le capital. Alors, oui. Peut-être. Peut-être. Non, mais clairement. Mais surtout, ce qui est très important pour moi et ce qui a été je pense, un de nos facteurs clés de succès pour iGère. Enfin, succès, c'est un instant T, je dirais. Aujourd'hui, voilà, ça part. Après, qu'est-ce que le succès? C'est encore une autre question. On peut en discuter. C'est d'être heureux dans son job déjà. Et puis... C'est ça, exactement. Donc là, on va parler de succès. Je te dirais que pour aller en Suisse alémanique ou dans d'autres pays, je pense que tu as besoin d'un partenaire localement pour déjà bien comprendre le marché. On se lancera pas tout seul. Ah, ça c'est clair. Voilà. Donc tu as besoin de quelqu'un ce qu'on a fait avec en Suisse romande, hein. Il faut que tu comprennes ton marché. Il faut que tu aies quelqu'un qui te remonte vraiment du terrain les besoins avant de te lancer. Je vais pas arriver avec mon outil iGère là, tiens, c'est ça, vous le prenez comme ça. De toute façon, je pense que c'est impossible. Moi, j'ai le cas de figure de la personne qui a fait mon premier podcast, qui est Chris Aldi d'e-Property, où on en discutait l'autre jour et il m'a dit, mais écoute, là, pour le marché suisse-allemand, j'ai des clients, mais en fait, je dois faire de nouveau des sacrifices et je prends mon bateau de pèlerin et je m'installe à Zurich. Parce que si t'as pas, j'en ai aussi discuté avec Taillot, entre guillemets, off. En fait, si t'as pas les forces de frappe qui sont, enfin, les forces de vente ou de frappe, comme tu veux, qui sont physiquement là-bas avec la personne ou les personnes qui incarnent ton produit, des Customer Success Managers, etc., tout à fait. Tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est une réalité. Surtout parce qu'il y a une barrière déjà de la langue, et puis que, c'est un marché qui est profondément local. On n'est pas en train de parler de Uber, entre guillemets. Oui, complètement. Et donc, pour moi, tu es obligé de faire des sacrifices. Et si demain, toi, tu dois aller à Zurich, je pense que ça va passer soit par une levée de capital où tu auras des gens qui seront sur place, soit on doit déménager par là-bas, mais je sais pas si... Non, mais complètement. C'est comme si tu veux, tu vas avoir toutes les problématiques qu'on a connues de go-to-market, comme on en parlait juste précédemment. Tu vas les retrouver à nouveau quand tu vas aller te développer à l'étranger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Trop bien. Et puis, pour les auditeurs qui veulent se lancer, entre guillemets, sans investisseurs, parce que moi, j'en connais beaucoup qui ont plein de bonnes idées, mais je leur dis toujours, entre les idées et la réalité, il y a un énorme gap, parce qu'il y a ceux qui font et puis ceux qui restent dans le stade d'idées, mais ils ont vraiment envie d'y aller, mais des fois, c'est une question de financement, voilà. Donc toi, tu as l'expérience de te lancer sans investisseurs en autofinancement, même si tu avais un petit peu de trésorerie. Quels sont les 2-3 conseils les plus francs que tu pourrais donner à ces gens-là pour survivre dans un premier temps et ensuite essayer de se développer et réussir? Alors,
comme je l'ai mentionné, je pense que déjà la première chose, c'est d'accepter de tout perdre. Et puis donc, la toute première chose, c'est avoir des économies. Ouais, Parce que si t'as pas d'investisseur, il faut quand même qu'à un moment donné, t'aies quand même quelques économies et que tu sois prête à tout perdre. Ouais. Donc ça c'est la base, et donc que ton rythme de vie peut potentiellement changer. Tout à fait. Donc il faut quand même t'assurer que d'un point de vue peut-être socialement parlant ou dans ta vie personnelle, il faut aussi que ton entourage l'ait accepté. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. D'un point de vue, je dirais, situation de base. Privé, voilà. Comment tu te set up. Ensuite, je pense que idéalement, ça, pareil, hein, je donne des conseils, mais j'ai tout raté. Je suis vraiment passée à côté. La récurrence. Créer un business model qui soit récurrent. Oui, à terme, quand tu es avec de la licence pour un logiciel, ça va être récurrent. Mais si tu peux implémenter ce business model le plus tôt possible, donc vraiment le mieux c'est. C'est-à-dire tu crées des couches. Et puis tu sais que si tu veux, tu as une nouvelle base l'année prochaine quand tu démarres, et puis c'est de l'incrémental. Donc ça, c'est super important. Et puis aussi, si à terme tu as besoin après de faire rentrer ou de demander de l'argent, que ce soit un prêt ou de l'entrée au capital, voilà. Et bien dans ces cas-là, c'est beaucoup mieux, c'est clairement plus sexy. Donc la récurrence, si on trouve un business model comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis la troisième chose, je dirais, c'est, on a parlé facture tout à l'heure. Partir du principe que oui, tout travail mérite salaire. Et effectivement, moi j'avais ce côté, j'ai l'impression que mon produit il est pas fini, il pourrait être mieux. Enfin, tu vois, moi j'ai toujours été bon élève. Tu vois, le côté, il faut vraiment que ce soit top du top pour que je puisse le vendre. Ben non, en fait c'est non, il y a pas besoin. Si ton client il a accepté le fait que il était comme ça, que ça va évoluer, que t'as pas non plus un tarif exorbitant, mais qui en fait c'est toujours la question du rapport qualité-prix. Tu sais que dans EasyJet t'as pas à manger, mais tu sais que tu payes moins cher ta place. Bon, c'est ok. Et donc il faut accepter de pas avoir toujours. Je prends toujours l'exemple d'une Rolex. T'es pas obligé d'avoir fait une Rolex pour te lancer sur le marché. Mais par contre, accepte de dire que ton produit, il est évolutif, qu'il est pas parfait au début, et puis accepte d'envoyer ta facture, de dire que ça a un prix, de pas non plus minimiser ce prix, de le faire au plus juste, et puis de veiller à ce que justement le paiement de ces factures te permette de développer, donc d'améliorer ton produit. C'est-à-dire que en fait, tu as pas tout sur les épaules, les coûts de développement, mais c'est en fait tes clients qui vont prendre en partie les coûts de développement. Parce que toi, tu auras... J'ai une question qui me revient comme ça, qui n'était pas notée. Aujourd'hui, dans le développement d'un produit, ça représente combien en termes de pourcentage dans le réinvestissement de ce que tu gagnes? Moi, tout ce que je gagne, c'est dans le produit. Ok. J'ai pas de salaire. Déjà. Ah, t'as pas de salaire. Pas de salaire. Donc, depuis 3 ans, donc t'es pas. Voilà. Donc tu vois, tu les vis économies. Sur tes économies, ouais. Voilà. Donc tout ce qui est mis dedans, et c'est aussi pour ça les canaux d'acquisition, tout ça. J'ai pas, tu vois, je suis pas allée faire des stylos à l'effigie d'Eiger. J'ai pas fait de, tu vois, on était au Rennes. Oui, mais je crois que c'est pas donné non plus. Non, mais on était parce qu'on avait gagné le prix de l'innovation, donc on avait aussi du sponsoring et tout. Mais j'avais pas de flyer, j'ai pas de choses. C'était mon équipe, je dirais, mon équipe de dev et de conception qui m'avait aidé avec on met tous la main à la pâte, on essaye de tous faire au maximum. Mais moi, j'ai pas des flyers dans tous les sens. Non, tout ce que me donne un client est remis pour lui, pour améliorer son produit. Et bien sûr, ça on en parlera peut-être après, mais dans l'idée, c'est aussi pour mes équipes, parce que forcément les équipes elles ont un salaire. Donc moi c'est ça qui me tenait à cœur, et parce que c'est aussi nos meilleurs ambassadeurs, les clients. Donc bien sûr, c'est le plus important, la preuve sociale. Comment tu vis alors peut-être que c'est pas le cas, mais pour en discuter avec beaucoup, il y a beaucoup qui l'ont vécu. C'est comment tu vis la solitude, ce qu'on appelle du dirigeant. Mal. Ouais. Non, c'est pas facile. Hein. Non, mais elle est là. Ça c'est. Alors je sais que ça paraît un peu galvaudé comme sujet ou comme concept, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce qu'en fait tu
t'as beau, t'entourer, ça c'est la base. Ouais. La base, je pense que c'est le premier conseil, c'est de bien s'entourer, Mhm. mais à plusieurs niveaux. Ouais. Et en fait, tu vas te rendre compte que même si tu as un entourage, comme je te disais, mon mari, mes proches, tout ça, ils me soutiennent dans mon projet. Ils sont à 100%. Donc ça, c'est un peu ta strate proche. Mes amis sont là toujours à me motiver. Moi, des fois, les amis, moi, je trouve que, alors moi, j'adore mes potes, mais il y en a beaucoup des fois, il faut savoir trier parce qu'ils ont tous des bonnes idées. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est tous des inspecteurs de travaux finis. Oui. Mais derrière, entre guillemets, déjà, ils connaissent pas le marché, ils connaissent pas le produit, ils savent pas comment tu vas avancer. Tu te dis. Bon, vous êtes sympa, mais essayez plutôt de me motiver, plutôt de me dire comment j'aurais dû faire. Exactement. J'allais complètement y venir. Okay. Tu as plusieurs strates, en fait, dans ton entourage, comme dans ton réseau, j'ai envie de dire. La première strate, c'est de t'entourer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, je dirais, amour, entre guillemets. Il faut ta dose d'amour et de soutien inconditionnel, sans parler business, pour déjà te pousser tous les matins à faire ce que tu fais. C'est-à-dire que dans ton cercle d'amis, de proches, de famille, enfin de gens donc qui sont pas business, il faut que tu aies cette bienveillance et cet amour qui se booste au quotidien. Mais à eux, tu ne demandes pas leur avis. Tu ne leur demandes pas leur avis. C'est pas ta cible de marché. C'est pas des gens qui sont dans l'immobilier, à moins qu'il y en ait. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais tu ne leur parles pas business. Et c'est là où tu te sens seul. C'est qu'aux personnes les plus proches, tu peux pas forcément parler de ton business. Mais ça, il faut que tu fasses le tri parce que sinon, tu vas te retrouver comme avec tes potes, là où en fait, ce que tu veux, c'est leur soutien. Ce que tu veux, c'est être là quand t'es down, mais pas qu'ils te donnent des conseils pro parce que c'est pas ni ton client, et c'est pas. Alors en plus, ça part d'une bonne volonté, mais des fois, mais ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. T'as pas la technique de ton secteur. Et ça va plus te déstabiliser qu'autre chose. Ouais, ça c'est clair. Et parmi eux, comme on disait, il y en a peut-être qui vont être moins bienveillants que d'autres, et il y en a peut-être qui vont pas te booster. C'est-à-dire quand tu vas être down, ils vont te dire: ah non, mais tu t'étais lancé dans un truc, mais franchement, mais c'était évident, quoi. Mais laisse tomber, unplug. Attends, j'ai besoin de ça là, vraiment? Tu penses vraiment que c'est ça qui va m'aider? Oui, peut-être qu'il faut, mais me le dis. Enfin. Voilà, c'est pas à toi de me le dire. Voilà. Tu me dises, donc exactement. Achète-moi un apérol. Mais donc dans l'idée, les gens un peu ce que j'appelle toxiques aussi, ou les gens qui t'aident pas, eux tu fais le tri. Donc je suis complètement dans ta logique. Donc la première strate d'amis, de proches, pour le soutien émotionnel, parce que franchement, c'est d'heure en heure dans ta journée que t'es up, down. Tous les mails. D'où la solitude. Là, c'est vraiment une thématique, c'est la solitude du dirigeant et rien d'autre. Oui, parce que tu te sens, si tu veux, tous les emails que tu reçois, quand tu es dans une grosse structure, tu te dis, bon, allez, c'est toute la structure, on écrit à la structure. Quand en fait, on t'envoie un email, même si ça a un lien, enfin, c'est le lien avec iGère, tu le prends pour toi. Tu prends beaucoup plus les choses personnellement et tu es beaucoup plus affecté. Donc, c'est ultra important d'être bien entouré. Que des problèmes. Que ça. Généralement. Parce que généralement, on va pas te faire les bons retours. Faut vraiment que tu les demandes. Les mauvais, on te les envoie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième strate, je dirais, c'est justement de t'entourer de personnes professionnellement, bienveillantes aussi, inspirantes peut-être, inspirantes, de bons conseils, des mentors quoi, et des gens ou alors des personnes qui font partie de ta cible de marché, des personnes qui font partie de ton écosystème de business, et donc avec eux tu peux vraiment être challengé, tu vois un peu, tu te remets en question, c'est avec eux qu'il faut que tu le fasses. Et c'est vraiment important de s'entourer aussi d'experts je dirais d'origines différentes, vraiment une diversité dans les points de vue, une diversité dans dans leur background, dans leur parcours, dans leur CV quoi. Voilà. Et ça c'est super important. Je dis pas forcément homme-femme, je dis pas forcément il faut forcément de toutes les nationalités, il faut forcément toutes les langues, il faut forcément tout. Non, mais il faut quand même que tu aies des compétences variées, et puis et c'est avec eux que tu vas vraiment te sentir moins seul, et puis pouvoir échanger, mais pas tes proches. Ok. Et pour rebondir sur ça, est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit je vais tout arrêter, ou à l'inverse tu t'es dit ok, maintenant on tient quelque chose de grand entre guillemets, et puis on met les bouchées doubles? Eh ben tu te dis tout ça, tu te dis tout ça tous les jours en même temps. Ok. Globalement, c'est
tu te réveilles le matin, t'as un mail qui te était là. Ah, j'en ai marre, mais pourquoi je me suis lancée? Et puis 2 minutes après, t'as un autre mail qui est super positif, puis t'es là. Oh, mais tellement, mais je vois tellement que j'ai bien fait. C'est un peu sado, hein, pour. Non, mais clairement. Mais en fait, tu te rends compte aussi que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est acquis. Que tous les jours, en fait, t'es en doute permanent et tu es en remise en question permanente. Et en fait, faut partir du principe que, comme disait un peu Jeff Bezos, tu vois, c'est chaque jour, c'est le premier jour. Oui. Et c'est ça. Et c'est vraiment ça. Et donc, t'as effectivement à cette solitude de l'entrepreneur, mais t'as aussi le doute que voilà, t'es en train de dilapider toutes les économies de plus de 15 ans aussi. Alors donc de ton travail et puis du travail, tu vois par exemple de ma famille qui a ils sont aussi donné de la peine, voilà. Donc tu te dis moi je déconnecte jamais, je travaille de la maison. J'ai mes enfants qui me disent mais maman je comprends pas là, on est à côté de toi, pourquoi t'es devant ton ordinateur? T'es là, tu joues avec nous, 24, on est rentrés. Je comprends pas. Enfin, et moi, ma fille, maintenant, quand je lui demande de venir s'asseoir à table, elle me fait, attends, maman, je peux pas, je suis en call. Et, 8 ans. Marrant. Donc, elle me le fait depuis déjà un moment. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est super dur à gérer. Je dirais, en plus, le côté, maman entrepreneur, en plus de entrepreneur, tout simplement. Mais je pense que si t'as la passion, si tu vois vraiment que tu as un impact au quotidien, à long terme, mais que tu as bien compris que tu allais en avoir un et que vraiment, tu vois, quand tu as un client qui te dit « Ah, waouh, mais je suis tellement mieux quand je vais au travail parce que maintenant, je suis déchargée mentalement de certaines tâches ou alors mon AG, elle a duré moins de temps ou j'ai cliqué, ça y est, ma convoque, elle est faite, beaucoup moins de prise de tête. » Rien que ça te fait un bien. Donc ça c'est super. Puis de se dire et puis de se dire aussi, mais tout bêtement, on parle souvent de durabilité, de tu vois transition énergétique. Tu vas me dire mais où elle va là? On est sur un outil digital qui améliore. Oui, mais d'un autre côté, si tu vas un peu plus loin, parce que l'idée quand même, elle est là. Même sans ça, si tu vas au plus profond de ce que voulait iGère et de ce que veut iGère, c'est de remettre les gens autour de la table et de reprendre vraiment des discussions efficaces et éclairées pour prendre les meilleures décisions, donc entre copropriétaires et administrateurs PPE, pour le bien-être de tout le monde et la pérennité de ton immeuble, de ta PPE. Bon, si tu penses à ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les problématiques de rénovation énergétique, d'adaptation aux nouvelles lois, effectivement de transition, donc de tous les changements qui doivent être pris en compte, ça fait un nombre de décisions mais énormes que les copropriétaires ne maîtrisent pas du tout, ne comprennent pas et pour lequel les administrateurs n'ont pas forcément le temps de se former, donc sur lesquels ils sont pas forcément experts, et ils n'ont pas le temps de partager même leur expertise avec le copropriétaire pour leur expliquer. Donc tu arrives en AG, je peux te le dire parce que j'avais la mienne il y a 2 jours, tu arrives en AG, personne n'y comprend rien, tu leur dis qu'à 5 ans, va falloir faire ci, faire ça, ok très bien, il va y avoir des gros travaux, on parle de gros investissements, avec des PPE qui ont des fonds de rénovation, enfin je parle peut-être un peu technique, mais tu vois le fonds je dirais l'argent mis de côté, voilà cette espèce de compte épargne que tu as prévu pour les gros travaux, il y en a peut-être qui n'ont même pas de fonds de rénovation ou alors des fonds de rénovation qui sont très très faiblement alimentés et donc on va se retrouver dans des situations où en fait les copropriétaires ne pourront pas payer des rénovations qui deviennent obligatoires d'un point de vue réglementaire. En tout cas, d'ici 2030, il faut qu'il soit 2030 ou 2050, je crois que c'est 2030. 2030, bien sûr. Et puis même certaines choses, selon les cantons, selon aussi ce que tu as à faire, il y a des choses en amont. Mais quand tu vas parler à un copropriétaire de ce qui va se passer en 2030, puis qu'après tu lui dis, votons le budget 2025, on fait comme d'habitude. On est 2025, ou 2026. Et il y a pas d'anticipation, il y a pas de vision parce qu'il manque, en fait, de la communication humaine, plus régulière, de la transparence, de l'échange d'informations, pour que il y ait plus de blocage au moment de la prise de décision, que le copropriétaire donc il accepte cet investissement parce qu'il l'a mieux compris, parce qu'il se sent pas acculé dos au mur et on lui dit maintenant t'as plus le choix. Et si tu veux, je pense fondamentalement qu'une solution digitale peut permettre d'avoir à nouveau
c'est ces discussions donc humaines entre personnes, avec tout le monde qui a les mêmes informations en main sur des grosses problématiques, donc qui valent cher, qui sont des gros centres, enfin des gros montants, et que ça va permettre, parce que tu as plus de temps à consacrer à ces discussions, d'avancer et donc de prendre des décisions et de faire changer les choses. Moi, si j'étais toi alors je ne connais pas ton logiciel, mais je ferais ce qu'on appelle du brand content, c'est-à-dire tout ce que tu dis là. Moi, je prendrais soit une IA, soit j'irais voir un de mes clients et je ferais une petite rubrique blog en disant, voilà, toutes ces thématiques-là, nous, on a des dossiers de 30 pages, éduquez-vous avant d'arriver à l'assemblée générale. Et puis ensuite, le client, ça c'est un... Alors, tu sais que c'est marrant ce que tu me dis, parce que... Je trouve que c'est intéressant, justement. C'est super pour rebondir, pour te dire un petit peu ce qu'on estime aussi, c'est que une solution digitale seule ne va pas forcément répondre à toute la problématique. Oui, ça va permettre plus de temps. Oui, ça va permettre de mieux parler. Mais il faut aussi réapprendre à parler à parler ensemble et réapprendre à faire des compromis. Et qu'est-ce que le consensus? Et donc, on essaye, en fait, on travaille avec à la fois des écoles de formation, on travaille avec des chambres de immobilières pour voir, et puis tout bêtement, justement, on a cette idée de blog pour former à la fois les copropriétaires, surtout ceux qui sont membres de comités de gestion, et aussi les administrateurs à ces nouvelles problématiques pour que... pour leur donner des tips, un peu la Bible, Bible pour c'est pas pour les nuls, mais c'est en fait finalement pour les gens. Comité de gestion, c'est quoi mon rôle, c'est quoi mes responsabilités. Administrateur PPE, comment faire, non pas de manière théorique pour tenir une AG ou pour faire passer des décisions, mais d'un point de vue pratico-pratique. Comment on fait? Donc des formations vraiment pratiques. Et moi, je prendrais même des brand ambassadors où tu prends les 7-8 meilleurs copropriétaires de chaque gérance. Tu leur donnes un petit sucre ou un petit sou et puis font un petit webinar où une fois par mois ou fois par année ou deux, tous les autres copropriétaires qui ont ces mandats-là pour être formés à travers soit une chaîne YouTube, peu importe, à bien faire leur job aussi. Mais tu t'imagines pas la réponse positive et l'écho qu'on a eu après les ateliers PPE qu'on avait fait au REM. Donc, on avait des administrateurs PPE chevronnés qui ont répondu finalement à des questions de copropriétaires. Mais c'était un carton plein. On avait un peu peur au début. Enfin, c'était la première fois que ça se faisait à la journée romande des copropriétaires. Philippe Volant a cru en nous, a cru en moi sur ce concept. Donc je le remercie d'ailleurs. Et franchement, carton plein là, avec Patricia Lecoultre, Guillaume Baumgartner, qui donc ont répondu aux questions des copros. Mais ils sont demandeurs. Ils ont vraiment envie de mieux comprendre. C'est pour ça, pour moi, le brand content, c'est quelque chose d'important, surtout dans ce milieu, entre guillemets, de la tech. Et c'est une bonne chose. On arrive gentiment au bout du podcast. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer, ou plutôt, parce que ça, en fait, on a déjà discuté, est-ce que tu aurais voulu que je te pose une dernière question? Alors moi j'aimais bien le côté peut-être un petit peu fierté, parce qu'on a vu j'ai forcément de temps en temps le doute ou envie d'arrêter ou tout ça, mais d'un autre côté aussi ce qui me booste, c'est de me dire, enfin je suis assez, et ça pareil, la fierté c'est pas un truc, peut-être c'est pas un truc forcément féminin ou qu'on met en avant, mais maintenant voilà, ça y est, je suis prête à le dire. Je suis fière. Je suis fière de l'équipe qu'on a montée. Je suis fière d'avoir à mes côtés, par exemple, une collaboratrice qui a 15 ans d'expérience en régie, qui a sauté le pas de l'entrepreneuriat pour venir justement m'épauler. Génial. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on a chacun notre expertise. Quand on va voir un client maintenant, j'apporte le côté client final, donc le copropriétaire, voilà nos besoins. Mais Élodie, elle, donc ma collaboratrice, Élodie, elle apporte le côté régie, administrateur PPE. Je sais ce que vous vivez parce que je l'ai fait. Donc quand vous me dites, tiens, l'outil machin, il pourrait, mais on y a pensé, parce qu'en fait, elle nous aide aussi à développer justement les fonctionnalités pour que ça réponde toujours aux besoins du marché. Et ça, je me dis, waouh, avoir pu quand même avoir quelqu'un qui était
avec quand même une certaine sécurité financière, dans une grosse boîte, une grosse structure, sauter le pas parce qu'elle croyait au projet, puis parce qu'elle me dit mais moi je repartirais en administration PPE si j'avais à gérer. Ouais. Parce que là, oui, génial. là j'y vais. Donc ça c'est cool. Ouais. Et puis aussi le fait de me dire que pareil, j'ai une équipe de dev. Je me dis ok, moi je gagne rien le matin quand je me lève, mais au moins je sais que eux. Ouais. Voilà, ça roule. Ça roule. Moi, j'ai une équipe qui croit en moi. Ils m'ont pas lâché. Ils sont là. Pareil, ils m'aident quand on a le REM. Ils font les petits trucs en plus, marketing et tout, qui sont pas dans le job. Ouais. Et ils me le font. Et tout le monde est. Tout le monde tire à la même corde. Tout le monde tire à la même corde. Et de me dire que en fait, je les aide dans leur quotidien parce que c'est aussi un peu leur salaire et tout. Donc, je fais vivre une petite communauté. En plus de ces satisfactions clients qui me font tenir, ces mails, ces retours d'expérience, ces gens qui nous, t'as aussi entendu parler de nous alors que peut-être je vais pas partout. Donc tu vois, c'est que ça a dû du bouche à oreille, ça a dû arriver aussi jusqu'à toi. Caisse de résonance. Voilà. Et de savoir qu'on a réussi à avoir cette caisse de résonance, à être aujourd'hui, tu te rends compte au podcast de Joël Lopez, Real Insider. Bon, après, ça, voilà. Ça reste un marché de niche, donc c'est pas un énorme podcast non plus, mais. Ouais, mais franchement, attends, t'étais dans les top podcasts de Suisse, shortlisté, là. Voilà, shortlisté. Attends, non, pareil, là, tu peux, ça aussi, j'imagine que tu peux être très fier. Donc, non, vraiment, je suis touchée. Et puis, c'est parce que c'est pas mal de sacrifices. Oui, tout à fait, ouais. Même d'un point de vue familial, vis-à-vis de ma famille, je sais qu'il y aura toujours ce petit côté tu t'as pas repris la boîte, voilà. Donc je sais que je l'entendrai encore un bon moment. Et ça passera. Ça passera, mais voilà. Mais donc c'est aussi pour dire que aujourd'hui je reconnais, je le dis humblement certes, mais je suis quand même super touchée par la situation actuelle et par le succès aujourd'hui à l'heure où je te parle. Parce que je le vois comme un succès d'Iger. Trop bien. On dit souvent que ce qui compte, c'est pas l'objectif final, mais c'est le chemin. Et donc, du moment que tu prends du plaisir maintenant, c'est le plus important. Merci, et puis, bravo pour tout ce que tu as fait. On arrive à la fin du podcast. Donc, merci de faire partie aujourd'hui de la communauté Real Insiders. Et on fera le point peut-être d'ici 5-6 ans pour voir si, comment tu as évolué. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Joël, tout bon à toi. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toutes ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et sur les personnes passionnées qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.